à tous, bienvenue dans votre journal de la culture, voyage, mode avec la Fashion Week parisienne et cinéma, un programme très glamour. Aujourd'hui, vous le verrez, un film peut avoir une influence considérable sur le tourisme d'un pays. Soit on a envie de boucler sa valise et sauter dans un avion des génériques de fin, soit au contraire, on préférait éviter la zone. Et puis, les restaurants design investissent les musées avec notamment Pastel, le restaurant du musée de Tel Aviv, désigné plus beau restaurant du monde. Et on commence tout de suite direction Paris. Si vous vous demandiez où étaient passées toutes ces fleurs, c'est l'hiver, eh bien elles se trouvaient sur les podiums de la Fashion Week qui bat son plein sous la nef du Grand Palais. Karl Lagerfeld a imaginé un monde orné de fleurs en carton et puis des jardiniers en Bermuda pour le défilé Chanel haute couture. Orangé, rosé, poudré, voilage, la légèreté et le ton pastel dominent la collection printemps-été 2015. On a vu du nombril aussi. Il était sorti cette année et comme le dit le grand Karl, le nombril, c'est le nouveau décolleté. Du beau monde au premier rang, autour d'Anna Wintour, on retrouvait les égéries Gaspard Ulliel, Vanessa Paradis, Anna Mouglalis ou encore la petite dernière Kristen Stewart. Ils étaient tous ravis d'assister à ces flashs du passé vus par le futuriste Lagerfeld. Et chez Dior, c'est dans les jardins du musée Rodin que Raf Simons a dévoilé ses dernières créations, un mélange du charme des années 1950, du côté expérimental des années 1960 et de la libération des années 1970, présenté dans une salle aux murs recouvertes de miroirs sur un podium d'échafaudage blanc. Son joyeux melting pop combine un paire transparent, cuissarde en vinyle, robe de guipure à jupe colorée, à jupe corolle, académique, psychédélique et manteau vert pomme. Au premier rang, c'est la très amoureuse égérie Nathalie Portman qui a volé la vedette. Plus belle que jamais, en maman comblée aux côtés de son mari Benjamin Millepied. On a presque oublié la présence d'Eva Herzigova ou encore d'Elisabeth Olsen. Et puis quand la haute couture s'invite au cinéma, cela fait aussi des étincelles. Les nominations au César ont été annoncées et les deux acteurs ayant incarné Yves Saint Laurent sur grand écran se retrouvent en compétition pour obtenir la récompense du meilleur acteur. En revanche, le réalisateur du Saint Laurent, Bertrand Bonello, est nominé dans la catégorie du meilleur film et du meilleur réalisateur. Il est le seul. Timbuktu, film polémique du réalisateur Abderrahmane Sissoko, se retrouve aussi, en plus d'être nominé aux Oscars, dans les catégories des Césars du meilleur film et du meilleur réalisateur. On peut rappeler que le film avait fait l'objet d'une mesure de censure de précaution, de peur que l'œuvre ne fasse l'apologie du terrorisme dans un climat sensible à la suite des attentats de janvier à Paris. Certaines des projections avaient été annulées puis finalement repoussées. Du côté des femmes, on retrouve les deux seules Françaises à avoir reçu l'Oscar en lice pour le César de la meilleure actrice, Marion Cotillard pour 2 jours, 1 nuit des Frères Dardenne, et puis Juliette Binoche pour Sils Maria de Olivier Assayas, où l'on retrouve aussi l'actrice américaine Kristen Stewart, qui, elle, est nominée dans la catégorie du meilleur second rôle. La plage, le Seigneur des Anneaux. Les films sont parfois de véritables cartes postales et peuvent avoir un effet sur le tourisme d'un pays. On s'y intéresse de plus près avec Daniel Campos et Sandy Fortis. Ce n'est pas une surprise, un film peut avoir un impact sur l'image du pays dans lequel il est tourné. Un long métrage peut avoir de sérieuses répercussions sur l'endroit qui lui sert de décor. Il peut inciter le public à le considérer comme une destination touristique ou au contraire à le fuir. La présence d'un pays dans un film peut être une bénédiction comme une malédiction. C'est pourquoi de nombreux gouvernements tentent d'utiliser le 7e art afin de promotion, un moyen pour défendre leur image nationale en se battant contre les stéréotypes traditionnellement perçus à l'étranger. Les films ont le pouvoir d'atteindre le grand public, mais le résultat est difficile à prévoir. On pourrait croire qu'un film romantique dans un lieu exotique serait une meilleure publicité pour le pays qu'un film d'horreur. Pourtant, des exemples montrent que les choses sont bien plus compliquées. Après la sortie du drame historique Braveheart en 1995, le nombre de visiteurs du monument William Wallace en Écosse a augmenté de 300%. En 2000, le film dramatique La plage avec Leonardo DiCaprio et Virginie Ledoyen a engendré une hausse de 22% chez les jeunes touristes en Thaïlande. I know what I must do, but I'm afraid to do it.
Et même s'il est difficile de donner des chiffres exacts, certains experts affirment que depuis 2001, la Nouvelle-Zélande a vu son nombre de touristes augmenter de 50% grâce à la trilogie fantastique du Seigneur des Anneaux. Le village des Hobbits est d'ailleurs resté intact pour les touristes. Depuis 2005, l'histoire macabre d'un tueur en série australien situé dans le cratère de Wolf Creek a également fait des merveilles pour le tourisme de la région. Les locaux appellent ça l'effet Wolf Creek. Des exemples positifs, mais parfois il faut réparer les dégâts. En 2006, après la sortie du film d'horreur hollywoodien Paradise Lost, qui raconte l'histoire de randonneurs qui sont drogués et dont les organes sont vendus, le Brésil a craint une forte baisse de ses visiteurs. Le ministre du Tourisme de l'époque est allé jusqu'à faire appel à un service de relations publiques pour contrer les effets du film. Aujourd'hui, c'est un film russe nommé aux Oscars qui se retrouve au cœur d'une polémique. Léviathan, premier film russe à remporter un Golden Globe depuis Guerre et paix en 1969. La représentation d'une petite ville rurale du nord de la Russie avec de sérieux problèmes de corruption a suscité la colère des représentants du gouvernement et de l'Église orthodoxe. Financé en partie par le ministère de la Culture russe, le film qui n'est pas encore sorti en Russie a déjà été fortement critiqué par le ministre de la Culture en personne et qualifié de film anti-russe. Les habitants de Teriberka, où la plupart des scènes ont été tournées, sont quant à eux d'avis partagés, certains affirmant que le film reflète la réalité, quand d'autres s'offusquent. On voit bien qu'ils ont simplement trouvé un lieu magnifique pour tourner. C'est pour ça que Teriberka attire l'attention. Mais pour certains, l'image de corruption, de pauvreté et d'alcool décrit parfaitement les villes rurales russes. Je pense qu'à Teriberka, et pas seulement à Teriberka, mais dans toutes les villes du genre du pays, la vie est pire, bien pire que celle décrite dans le film. Teriberka n'a jamais été un lieu touristique. Une éventuelle récompense aux Oscars le 22 février prochain pourrait changer ça. À suivre, pourquoi les enfants stars tournent-ils si mal pour la plupart? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite après le highlight, l'expo sélectionné par la rédaction du Culture Mag. Kandinsky, tout commence avec un point. Pour la première fois, une collection d'œuvres expressionnistes est exposée en Amérique latine. Sont accrochés plus de 70 tableaux de Kandinsky datant du début du XXe siècle et jusqu'à l'exil du peintre russe de l'Union soviétique en 1922. Au programme aussi des dizaines d'œuvres d'autres artistes de cette époque ayant été inspirés par Kandinsky. La plupart des œuvres sont prêtées par le Russian Museum de Saint-Pétersbourg, tandis que d'autres ont été spécialement réunies d'Allemagne, d'Angleterre, de France et d'Autriche. Une expo à ne manquer sous aucun prétexte pour les amateurs d'art brésilien. Récemment, Pastel, une brasserie nichée dans la nouvelle aile du musée d'art de Tel Aviv, a été désignée plus beau restaurant du monde. Musée et restaurant, une recette à la mode. David Gombin a fait un tour du monde des meilleures tables situées dans des musées avec Ran Schneck. On regarde. On le sait, un bon restaurant, ce n'est pas qu'une histoire de saveur. Le service, la présentation, la musique, tout doit être réuni pour que la sortie soit réussie. Sans oublier le design de l'établissement. Et qui dit design esthétique, dit musée. Ce n'est donc pas un hasard si dans le monde entier les musées abritent des restaurants d'exception. Direction Bilbao en Espagne, c'est au cœur du magnifique et extravagant musée Guggenheim qu'est niché Nerua. Dirigé par le jeune chef basque Joséan Alija, il obtient sa première étoile Michelin en 2012. Côté design, c'est le minimalisme poussé à l'extrême qui domine. Un minimalisme parfois déconcertant. Une manière selon les créateurs de mettre en valeur la création gastronomique. À Paris, capitale de l'art et du savoir-vivre, les exemples ne manquent pas. On notera le Café Georges, perché sur le toit du centre Pompidou, son atout le plus incroyable est sa vue. Ouvert en 2000, ce sont les architectes Jacobs et McFarlane qui ont su allier aspect de chantier en cours avec la délicatesse et la douce esthétique culinaire.
Outre-Atlantique aussi, on s'est intégré gastronomie et expo d'art. Le MoMA, l'un des principaux musées new-yorkais, accueille le Moderne. Élégant, raffiné, ce sont en fait 2 restaurants qu'on y trouve. Le Moderne est devenu en quelques années une table incontournable de la Big Apple. À Tel Aviv, le musée d'art n'est pas en reste. Ce mois-ci, le site chinois spécialisé en design Idea Top a désigné ce restaurant parmi les 4000 candidats comme le plus beau restaurant au monde. Logé dans la nouvelle aile du musée d'art moderne, Pastel est devenu en quelques mois l'adresse où se pressent tous les amateurs d'art et de bonne cuisine. Pour Alon Baranovitz, l'un des architectes d'intérieur, assembler décors extérieurs et ambiance intérieure était un défi. Lorsqu'on a d'abord regardé le bâtiment, on a observé le travail de Preston Scott Cohen et on a compris qu'il y avait un travail de médiation à faire entre le langage de la brasserie et celui de l'architecture. On voulait représenter ces 2 mondes-là, le monde de la brasserie et celui de l'architecture, même si l'un se réfère au XXIe siècle et l'autre au XIXe. Cet architecte réputé, dont le portfolio compte parmi les plus belles tables de Tel Aviv, a bien compris que dans le monde entier, la tendance est à l'éclosion de restaurants au cœur du musée. Cette tendance tend à transformer l'expérience du musée et celle de la sortie au restaurant en quelque chose de synergique. D'un côté, le restaurant influence le musée, mais d'un autre côté, les visiteurs du musée se disent « Pourquoi ne pas finir la visite chez Pastel ?» Artistes et architectes d'intérieur partagent la même passion, l'esthétique, le goût du beau et la volonté de procurer des émotions. Une créativité que la gastronomie partage. Alon Baranovitz voit carrément en son métier une mission sociétale. Un architecte, c'est au bout du compte un agent de culture. Il essaie de créer une nouvelle signification au sein de la société dans laquelle il vit, afin de l'élever vers quelque chose de plus authentique, plus dans l'air du temps, mais avec une certaine vision du futur. Avec une telle mission, pas étonnant que les architectes aillent puiser leur inspiration dans les musées, pour le plus grand bonheur des amateurs d'art, comme pour ceux de bonne chère. Miley Cyrus fait encore parler d'elle et une fois encore, elle joue la provoque. La reine du twerk a posté de nouvelles photos d'elle dans le plus simple appareil sur Instagram. Elle a également posé nue pour Vie Magazine. Une nouvelle frasque pour l'ancienne petite princesse de Disney qui enchaîne les provocations. Mais pourquoi toutes ces jeunes célébrités transforment-elles en arrivant à l'âge adulte? C'est ce dont vous êtes venu nous parler aujourd'hui. Sandy Fortis, bonjour. Bonjour. Effectivement, alors ce syndrome a un nom, c'est le Child Star Syndrome, donc le syndrome de l'enfant star. Et il semble que de nombreuses jeunes célébrités hollywoodiennes en sont victimes. Alors Miley Cyrus n'est évidemment ni la première ni la seule à en faire les frais. On peut citer pour les plus célèbres Drew Barrymore, révélé par E.T., Macaulay Culkin, le célèbre gamin de Maman, j'ai raté l'avion, ou encore Lindsay Lohan, dont on connaît les nombreuses frasques, mais aussi toutes les jolies têtes blondes sorties des studios Disney, justement, comme Britney Spears, Christina Aguilera ou encore Shia LaBeouf. Ouais, Shia LaBeouf que j'adore personnellement. Mais alors pourquoi toutes ces jeunes stars sont-elles touchées par ce syndrome? Il y a plusieurs raisons, à commencer par l'entourage de l'enfant. Les parents, les proches sont un élément primordial pour ne pas tomber dans ce syndrome. Le monde d'un enfant star tourne autour du business, de l'argent, des agents, des managers. Si les parents ne savent pas gérer tout ça ou ne savent pas protéger leur enfant, évidemment, ça génère des conséquences, ça a un impact sur eux. Et c'est surtout à eux de leur donner les bons outils pour empêcher que ces enfants se perdent dans ce milieu. Alors parfois les parents sont justement le problème parce que ce sont eux aussi qui poussent parfois l'enfant à jouer dans des séries, des films, soit pour de l'argent, soit tout simplement parce qu'ils veulent vivre par procuration la célébrité. Oui. Donc c'est aussi problématique et c'est parfois aussi le problème, c'est qu'ils perdent le contrôle de leurs enfants qui sont trop gérés par leurs employeurs comme les compagnies telles que Disney Channel aux États-Unis. Oui, en France, on avait le fameux cas de Jordi. Hein. Oui, mais les parents ne sont pas le seul facteur. Ouais. C'est très difficile de grandir pour un enfant normal, d'arriver à passer toutes les étapes jusqu'à l'âge adulte. Mais alors quand on vit dans un monde où on est adulé, on est vénéré, on reçoit tous les jours des cadeaux et du jour au lendemain tout s'arrête,
s'arrête parce que la série s'arrête, le film Mais c'est passé. C'est une fatalité, ce syndrome, pour les enfants. Il n'y en a pas qui s'en sortent, quand même. Évidemment, ce syndrome ne change pas tout le monde. On voit dans les journaux que ceux qui en sont victimes, évidemment, mais de nombreuses jeunes célébrités s'en sont sorties et ont d'ailleurs fait beaucoup de choses dans ce domaine ou d'autres. Par exemple, on peut nommer des enfants stars comme Maïm Bialik, la petite fleur des années 80, qui a quitté les plateaux télé et qui s'est rendue à l'Université de Californie pour devenir neuroscientifique. Ou encore Danica McKellar, la célèbre Winnie des années coup de cœur, qui, elle, est devenue mathématicienne, a écrit plusieurs livres. Comme quoi, donc, ce n'est pas une fatalité. Voilà. Merci beaucoup, Sandy Fortis. Voilà, c'est la fin de Culture Mag. Retrouvez-nous sur notre site internet i24news.tv pour cette émission en sa globalité et toutes les autres d'ailleurs. D'ici là, l'info continue. Bon retour sur la planète Terre.